Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Les vraies voix qui font bouger la France tous les jours à 19h et du coup à partir de samedi prochain, ce sera toujours sous couvre-feu sur Sud Radio. Couvre-feu pour toute la France à partir de 18h. Les Marseillais savent ce que c'est, les Niçois savent ce que c'est depuis quelques jours. Là, ce sera l'ensemble des départements de métropole qui sont concernés. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre Jean Castex, accompagné de plusieurs ministres. 18h, fermeture des commerces. 18h, pas de sortie pour votre plaisir personnel, seulement des sorties avec une dérogation dûment motivée, sinon amende des forces de l'ordre. Quelle est la situation exacte dans les hôpitaux? Nous en parlons tout de suite avec Anne Geffroy-Vernet. Bonsoir à vous. Oui, bonsoir. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes anesthésiste réanimateur au centre hospitalier de Perpignan. Vous êtes par ailleurs la présidente du SNFAR, c'est le syndicat national des praticiens hospitaliers, anesthésiste réanimateur élargi. Anne Geffroy-Vernet, ça fait des mois que vous et vos confrères, vous êtes vraiment en première ligne dans les hôpitaux. Aujourd'hui, le Premier ministre a rappelé qu'il y avait plus de 24 000 personnes en tout hospitalisées à cause du Covid-19 en France. On l'écoute. Parmi elles, 2711 étaient hospitalisées en réanimation, soit 95 de plus que jeudi dernier. Notre situation, je la qualifierais donc par deux mots: maîtrisée par rapport à ce que l'on observe chez nos voisins, mais fragile, car le virus circule encore activement sur notre territoire. Maîtrisé mais fragile. Est-ce que c'est ce que vous vivez chaque jour au centre hospitalier de Perpignan, vous et vos collègues, Anne Geffroy-Vernet? Alors, je ne sais pas bien ce qu'on appelle une situation maîtrisée. En tout cas, on n'est pas sur une situation qui se stabilise. Et c'est ça notre inquiétude. C'est ce qu'a rappelé le Premier ministre aussi, d'ailleurs. Voilà, c'est que le nombre de patients qui sont hospitalisés augmente depuis maintenant une bonne dizaine de jours, que le nombre de patients qui sont hospitalisés en réanimation augmente aussi, que sur les personnes qui ont plus de 65 ans, on dépasse les seuils d'alerte, y compris des seuils d'alerte renforcés. Donc, on n'est pas en train de déborder, on n'est pas en train de se dire mais comment on va faire, comment on va pousser les murs. Enfin, on n'est pas encore à un niveau de première vague. On n'est pas comme à la première vague où vous aviez été complètement débordé, en plus sans matériel, mais c'est compliqué. Voilà, mais c'est compliqué. Et tant que ça monte, ça monte. Tant qu'on ne voit pas les choses redescendre. On sait qu'on a le 31 décembre, qu'on va payer ce qui s'est passé pendant les vacances de Noël, et puis un petit retard à la vaccination que personne ne discute, qui fait que on prend une semaine de plus. Ouais. On est encore loin de l'immunité collective, effectivement. Anne Geffroy-Vernet, alors vous dites que ça va quand même mieux que depuis la première vague, sauf que la première vague, c'était février-mars. Ça fait des mois et des mois et des mois que vous et vos collègues, vous êtes sur le front. Quel est le moral des troupes ? Alors, le moral des troupes, il est difficile. Il est difficile pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il y a les patients Covid qui prennent quand même beaucoup de place. Quand on a 10 patients de réanimation qui sont hospitalisés pour un Covid et qu'on a la réanimation qui continue à tourner avec tous les autres malades et qu'on a déjà poussé les murs, c'est fatigant. Et la deuxième chose, autant pour les médecins que pour les personnels de soignants, d'ailleurs, ça commence à être tendu chez eux. Et en plus, on a un deuxième cauchemar qui, à mon avis, est même presque pire que le premier, c'est-à-dire que pour pouvoir prendre en charge les patients Covid, on est obligé de libérer énormément de personnel et qu'on ne peut pas prendre en charge des patients pour des interventions chirurgicales qui sont quand même semi-urgentes. Et là, par exemple, on n'a pas encore attrapé complètement les patients qui n'ont pas été opérés pendant la deuxième vague. Donc, on est dans cette espèce d'impression que on n'est pas assez nombreux pour arriver à écluser tout ce qu'il y a à faire. Vous n'êtes pas assez nombreux et pourtant, vous perdez des effectifs. Et pourtant, voilà, on perd des effectifs. Alors, c'est pas nouveau, ça date d'avant le Covid. La situation elle a été dénoncée depuis très très longtemps. Mais on n'arrive plus à retenir les jeunes. Les moins jeunes s'en vont aussi. Ils craquent en fait, ou ils sont pas. Quel est le motif ? Le sentiment, c'est qu'il n'y a pas une reconnaissance de ce qu'on est, de la juste valeur et du juste effort que font les gens pour faire tenir l'hôpital public. Covid ou pas Covid, le problème n'est pas le Covid, c'est le problème d'avoir vu pendant 20 ans l'hôpital public se déliter et
les gens vont voir ailleurs. Et puis là, il nous est arrivé quelque chose, et c'est pour la raison pour laquelle on est en grève depuis lundi, c'est que le Ségur a fait coexister 2 grilles d'ancienneté qui fait un décalage entre les praticiens et qui fait que c'est un peu la cerise sur le gâteau. Certains, du coup, sont mieux payés ou en tout cas un peu plus augmentés que les autres. Et du coup, à âge égal. À âge égal. À ancienneté égale. À ancienneté égale. Ça, c'est la raison de votre appel à la grève depuis plusieurs jours. Comment ça se passe? Parce évidemment, si je vous écoute sur Sud Radio, je peux avoir peur de ne pas être soigné. Ça se passe pas comme ça, une grève dans l'hôpital. Oui, justement, et alors c'est toujours très difficile pour un médecin de faire grève. Hein. C'est déjà un peu contre nature. Hein. Ça veut dire ne pas prendre en charge les malades. Alors c'est pas les malades n'y sont pour rien. Et là, c'est d'autant plus compliqué avec ce que je vous explique, hein, c'est-à-dire un besoin énorme de personnel. Donc en pratique, l'hôpital tourne quasiment comme d'habitude. Voilà. Donc c'est compliqué. C'est compliqué de faire écouter, de se faire entendre par le ministre, hein, qui nous donne on n'a aucun contact avec le ministre hein, depuis 10 jours, depuis qu'on en a parlé, depuis qu'on a fait un préavis. Et c'est inquiétant. En tout cas, vous avez l'impression de ne pas être entendu, et notamment du fait de la situation actuelle. On n'est pas entendu, et c'est pas uniquement pour nous, c'est pas uniquement pour une question de salaire. Je crois que c'est plus un problème de reconnaissance, et puis c'est une inquiétude et un désarroi sur combien on sera de médecins dans 6 mois, combien on sera de médecins dans un an, et comment on fait, parce que moins on est nombreux, plus vite on fait les choses, on passe des choses. Et moins on le fait bien, effectivement. Et en plus, malheureusement, on ne peut pas espérer l'immunité collective qui nous prémunirait d'une nouvelle explosion du coronavirus avant au moins septembre prochain. Et ça encore, il faut que la vaccination aille vite. Effectivement, vous aurez encore beaucoup de travail dans les mois à venir, si j'ose dire. Merci à vous, Anne Geffroy-Vernet, d'être intervenue sur Sud Radio. Bon courage à vous et à vos collègues du centre hospitalier de Perpignan. Je rappelle que vous êtes la présidente du SNFAR, le syndicat national des praticiens hospitaliers, anesthésistes, réanimateurs élargis. Merci à vous. Les hôpitaux qui tournent malheureusement pour eux à plein régime depuis des mois et des mois. Un autre service public qui, lui, va rester rouvert. On aurait pu s'attendre, comme dans d'autres pays, à ce qu'il soit fermé parce qu'il y a des contaminations. Mais l'école va rester ouverte. Bonjour à vous, bonsoir à vous plutôt, Virginie Acluat. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes directrice d'école à Salon de Provence. Vous êtes déléguée syndicale du SNUIPP-FSU dans les Bouches-du-Rhône. Virginie Acluat. Le Premier ministre l'a confirmé aujourd'hui, Jean Castex. Les écoles resteront ouvertes. On l'écoute. La condition pour pouvoir tenir cette ligne est que nous renforcions nos dispositifs sur 3 points. D'abord, le protocole sanitaire dans les cantines scolaires sera renforcé. Nous allons suspendre jusqu'à nouvel ordre les activités physiques et sportives scolaires et extrascolaires en intérieur. Et puis nous allons augmenter encore notre capacité de dépistage dans les établissements scolaires avec un objectif de 300 000 tests par semaine, soit plus d'1 million par mois. Donc, on fera plus attention à la cantine, on fera plus de sport dans les espaces fermés à l'intérieur du gymnase. Ce sera d'ailleurs difficile de le faire dehors par un temps pareil. Et vous serez très nombreux, vous, enseignants comme élèves d'ailleurs, à être testés. Est-ce que ça vous paraît raisonnable pour limiter les contaminations dans les écoles ou dans les lycées d'ailleurs? Pourquoi pas, Virginie Acluat? Alors c'est pour nous déjà une très bonne chose que les écoles ne ferment pas. C'est un point auquel on tient. Le retour en distanciel pour les élèves d'école maternelle et élémentaire, c'est juste pas possible pour poursuivre les apprentissages, et on sait que ça ne fait que creuser les inégalités. Donc c'est vraiment une situation qu'on veut à tout prix éviter, mais ça ne peut se faire que si les mesures nécessaires sont prises pour protéger les élèves et les personnels au sein des établissements. Donc pour éviter qu'ils ne se contaminent entre eux. Tout à fait. Aujourd'hui, quelle est la situation? Par exemple, prenons l'exemple des Bouches-du-Rhône notamment, ou alors même de votre école à Salon de Provence, Virginie Acluat. Y a-t-il eu beaucoup de cas de coronavirus? Est-ce que ça a été difficile de continuer à travailler tout en isolant ceux qui étaient positifs? Alors, des cas de coronavirus dans les Bouches-du-Rhône, que ce soit parmi les élèves ou les personnels, on en a depuis septembre. Là, c'est vrai que depuis quelques jours, on assiste à plus de contamination, en tout cas plus d'écoles qui nous appellent pour ces raisons-là.
L'ARS est seul décideur des mesures à prendre pour L'Agence régionale de chaque santé, école, voilà. en fonction du nombre de contaminations, etc. Où est-ce qu'on se contamine en général, Virginie Acluat, quand on est à l'école, qu'on soit instituteur ou qu'on soit élève? C'est quoi? C'est la cantine? C'est la cour de récré? Alors pour les élèves, c'est sûr que c'est le temps cantine qui est le plus risqué, puisque en élémentaire, les élèves sont maintenant masqués pendant les heures de classe. Mmh. Donc c'est le seul moment, le temps cantine, où ils enlèvent les masques et où ils sont face à face et peuvent avoir des possibilités de contamination. Ça, c'est le premier risque pour eux. Pour les enseignants, c'est quoi? Pour les enseignants, on est masqué toute la journée. On est aussi masqué pendant les temps de réunion. C'est plus difficile pour les enseignants de maternelle puisque eux sont face à des élèves qui ne sont pas masqués. Donc il y a davantage de risques. Mais les enseignants font vraiment extrêmement attention sur la totalité de leur temps de travail. Ils ont les moyens de le faire. Vous vous sentez protégé ou pas dans l'exercice de votre travail, vous et vos collègues, contre le coronavirus? Ce sera ma dernière question. Et si vous ne vous sentez, vous attendez toujours les tests? Le ministre a promis 300 000 par semaine. Alors déjà en décembre, l'annonce était tombée que tous les enseignants devraient se faire tester. À ce jour, dans les Bouches-du-Rhône, ça a commencé dans les lycées en décembre. On n'en a toujours pas vu la couleur dans les écoles. On a reçu aujourd'hui des informations. Les tests pour les enseignants des écoles se feront dans les lycées de secteur, où les enseignants devront se rendre pendant leur pause méridienne. On a par exemple pour moi sur la ville où j'exerce, à Salon-de-Provence, toutes les écoles ont reçu aujourd'hui un lien pour s'inscrire sur un test au lycée de la ville sur le temps de midi, mais tout le monde en même temps, ce qui est complètement ubuesque. Donc il faudra que vous vous espaciez, que vous restiez masqué à ce moment-là, évidemment. En tout cas 300 000 sur tout le territoire par semaine. Pour vous, peut-être en quelques mots, est-ce que c'est suffisant pour vous et les élèves? Ça nous semble surtout être un gros effet d'annonce, parce que quand on voit que rien que pour tester les enseignants depuis plus d'un mois, c'est toujours pas fait, l'objectif que se fixe le gouvernement là nous paraît pas du tout atteignable. On va voir effectivement si jamais la promesse est tenue ou pas. Merci à vous en tout cas, Virginie Acluat, d'être intervenue sur Sud Radio, et bon courage surtout à vous et à vos collègues. Je rappelle que vous êtes directrice d'école à Salon-de-Provence, déléguée syndicale au SNUIPP FSU dans le département des Bouches-du-Rhône. Nous avons parlé justement de l'école qui va rester ouverte, couvre-feu élargi ou pas couvre-feu élargi, ce qui veut dire d'ailleurs que si à 18h vous êtes encore en train de ramener vos enfants de l'école, même si c'est un petit peu tard, mais vous aurez toujours une attestation en bonne et due forme qui vous permettra de le faire à partir de la semaine prochaine. En revanche, ça pose de grosses questions pour les commerces de l'ensemble des départements de France. Bonsoir à vous, Marc Friedman. Bonsoir. Vous êtes franchisé Lévis à Toulouse. Vous êtes président de la Fédération nationale de l'habillement pour la région Occitanie. Votre boutique, comme de nombreuses autres, sera fermée dès 18h, ce qui va vous pénaliser, Marc Friedman. Le Premier ministre Jean Castex vous a fait plusieurs propositions pour essayer, si j'ose dire, de limiter la casse. On l'écoute. Dans la mesure où cette disposition va réduire les horaires d'ouverture des commerces, et afin d'éviter les concentrations des clients aux heures ouvrables, j'invite tous les établissements qui le souhaitent à se saisir des possibilités d'ouverture supplémentaire sur la pause déjeuner. Dans la plupart des départements, des dérogations permettant l'ouverture des commerces le dimanche ont pu être accordées suite aux concertations locales menées par les préfets, et j'invite là aussi les commerçants pour s'en saisir, pour étaler les flux. Donc le gouvernement vous propose d'ouvrir à des horaires où d'habitude vous êtes fermé, afin de pouvoir en tout cas être fermé à partir de 18h. Concrètement déjà, aujourd'hui, Marc Friedman, vous êtes ouvert au-delà de 18h, vous pouvez l'être en tout cas. Si on vous ordonne la fermeture à 18h, ça change quoi pour vous en termes d'activité, de chiffre d'affaires? Vous perdez combien? Alors écoutez, c'est difficile de vous dire comme ça en un pourcentage jeté à la volée. J'ai pas vraiment de chiffres à vous fournir. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai peur que M. Castex ne fasse pas souvent ses courses, parce que il y a bien longtemps que la plupart des commerçants sont ouverts sans interruption de 10h à 19h, et que nous n'avons pas attendu sa recommandation pour essayer de rattraper le chiffre d'affaires perdu pendant les périodes de confinement. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, on parle du travail le dimanche. Alors là aussi, il faut quand même rappeler quelques règles concernant le travail le dimanche. C'est sur la base du volontariat. Deuxièmement, c'est payé double.
Et troisièmement, vous avez un repos compensatoire obligatoire pour toutes les heures faites le dimanche. Donc en clair, ce que je veux dire, c'est que vous avez 1 heure le dimanche qui est payée triple. Oui. Nous sommes dans une période où nous allons rentrer incessamment sous peu dans les soldes, puisqu'elle démarre le 20 janvier, et où la plupart des commerçants vont vendre des produits avec des marges remisées de moins 30 à moins 50%. Si pour cela, il faut qu'ils payent le triple au taux de leur taux horaire, je vois pas comment ils vont s'en sortir. C'est pas possible. Non, c'est juste pas possible. Donc là, alors après, je comprends parfaitement. On est dans une situation qui est un peu tendue, qui se complique visiblement de jour en jour avec l'arrivée des variants anglais et sud-africains, même si on nous dit que le vaccin saura y faire face. Mais pour nous, ça va encore plus compliquer la situation, les trésoreries, et tendre les trésoreries dans tous les commerces de France. Alors vous êtes commerçant. Je le disais, vous êtes franchisé de la marque Levi's, donc vous vendez notamment des jeans, en tout cas des habits, dans une grande métropole qui est Toulouse. Le président national de votre fédération, la Fédération nationale de l'habillement, eh bien, s'inquiète moins, monsieur Éric Merz, pour les grandes métropoles, parce qu'il y a beaucoup de clients qui travaillent sur place et qui, s'ils ont besoin de faire des courses, pourront peut-être un peu davantage les faire à côté de leur lieu de travail. En revanche, il s'inquiète beaucoup pour ceux de vos adhérents en Occitanie qui sont dans des villes plus petites, plus moyennes, les villes où on habite, si vous voulez, mais où on travaille moins. Est-ce que vous aussi, vous pouvez craindre ce genre d'évolution ? Écoutez, je partage pas du tout cette vision des choses. Pour moi, il faut surtout penser à une chose, c'est que la période dans laquelle nous rentrons, c'est la période de solde. Donc, nous allons déplacer des gens tout autour de la métropole. C'est vrai. Ces gens qui vont venir faire leurs courses à Toulouse, sachant qu'à 6 heures c'est fermé, seront obligés de rentrer beaucoup plus tôt chez eux. Donc, s'ils ont 1 heure ou 1 heure et demie de route ou de train ou je ne sais quoi, eh bien, forcément, nous allons être handicapés. Et vous serez quand même handicapé. Personne ne s'attendait en tout cas à ce que ça aille mieux pour vous, ça c'est une évidence effectivement. Mais c'est vrai qu'il y a des villes où les gens auront encore moins le temps de faire leurs courses. Est-ce que vous avez beaucoup, ce sera ma dernière question, Marc Friedman, de vos adhérents qui s'inquiètent pour l'avenir de leur structure malgré les aides ? Ah oui, totalement, oui. Des gens qui sont très inquiets, des gens qui se demandent même comment ils vont pouvoir rembourser les prêts garantis par l'État qui nous ont été accordés, parce que aujourd'hui, on ne voit pas, même si le vaccin est quand même la lumière au bout du tunnel, on se rend bien compte que le faible taux de vaccination en France ne permet pas une sortie du tunnel à très court terme. Vous espérez le vaccin le plus vite possible pour au moins ne plus avoir à fermer plus tôt ou fermer tout court afin d'éviter la propagation. Ce sera votre dernier mot ? Oui, tout à fait, de manière à retrouver assez rapidement, disons sur la fin de l'été, une vie normale. Voilà, une vie normale, oui. Écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas, Marc Friedman. Bon courage à vous, comme à vos adhérents d'ailleurs, les commerces notamment de l'habillement dans votre région, celle de l'Occitanie. Merci Marc Friedman, vous êtes franchisé Levi's, je le rappelle, dans la ville de Toulouse, concerné comme toutes les grandes villes dans tous les départements de France, et bien par ce couvre-feu qui est avancé dès 18h à partir de samedi prochain. C'était une annonce attendue mais qui est confirmée par le Premier ministre Jean Castex. Tiens, comment les entrepreneurs vont faire face, la France qui travaille, la France du travail, eh bien, à ces nouvelles restrictions qui handicapent l'activité pour tout le monde. Parlons vrai avec les entrepreneurs dans un instant. Place à Stéphane Sommier sur Sud Radio et sur Bismart dans les vraies voix qui font bouger la France.